François Beaumont. Balzac roman, on continue d'explorer. L'avantage de Balzac, c'est qu'à chaque fois qu'on explore, hop là, t'as encore une petite transversale, et puis là, tu repars en avant vers une petite diagonale, comme le cheval là, aux échecs, et Balzac devient infini. Oui, mais c'est comme si, pour l'instant, on travaillait très loin des choses les plus emblématiques, les plus centrales. Et aujourd'hui, c'est justement cette exploration des trésors. Et cette exploration des trésors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir Balzac au travail. On va voir Balzac dans ses ébauches. Alors là, évidemment, va falloir faire toute une sorte de puzzle, de petites fresques. Alors, le texte que je vais vous lire, il n'est pas long. C'est en fait 2 textes, 2 ébauches. Et c'est ça l'avantage. Ce ne sont que des ébauches de 4, 6 pages. Donc, ça, en gros, ça fera 15 minutes de lecture. C'est 2 ébauches totalement différentes. Une qui concerne Paris, une qui concerne ici, là, la Touraine, tout près, là, une fois que vous sortez de la rocade. Mais voilà, c'est Balzac lui-même qui les réunit et qui cherche à faire un emboîtement. Et cet emboîtement, on en a une trace, justement, tout à la fin, alors qu'a priori, le texte 1 et le texte 2 n'ont rien à voir. Eh bien si, la chute. Et simplement, il se trouve que Balzac, alors il y a eu des épreuves, des trucs. Alors, refaisons la fresque. Première étape du trésor. Balzac, l'édition Quarto, Nouvelles et Contes 1 et 1-2, fait composé, concocté par Isabelle Tournier. Et cette chercheuse a eu, là, j'allais dire le génie, mais je le pense comme ça, c'est une idée formidable, de rassembler dans un support écrit Balzac dans son ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on le suit là depuis ses 20 ans rue Lesdiguières, là, les choses qu'il va écrire sous le nom de Lord O'Roon, les premières versions de nouvelles qui deviendront totalement emblématiques. Il y a Balzac, écrivain d'œuvres courtes. Et en comprenant comment s'organise ici, par l'idée fantastique, comment tu fais exister ce fantastique en construisant des illusions de réalité. Eh bien, là s'ébauche la forge de ce qui sera la suite ultérieure des grands romans. Et là, on est en 1830 et on a toujours un petit avant-propos totalement personnel d'Isabelle Tournier qui nous le raconte. Justement, elle nous le dit à nous. Un texte miraculé, car il a bien failli demeurer inconnu. Ben, rien qu'avec ça, t'as envie de le lire. Non, pas vous? Disparu? Illisible? Ah ouais, ça c'est d'avance, parce qu'on va avoir des mots qui manquent, des lignes qui manquent, mais je vais vous raconter pourquoi. Et le manuscrit tardivement découvert, puis remembré, ah bon, ça se remembre un manuscrit, vous allez voir, est aujourd'hui à peu près effacé. Or, il s'agit d'un des plus beaux textes de cette époque. Ça vous en jugerez. D'une écriture comme neuve, d'un bout à l'autre émouvant, d'une facture constamment inventive. Et oui, pourquoi? Parce qu'on va être chez les pauvres, on va être dans la rue, on va être là où ça ne triche pas. Justement parce qu'on y sera aussi dans le respect. Une véritable démonstration de capacité narrative avec retour en arrière, projection en avant, brouillage des voix, ellipse, une chose vue, une ou 2 nouvelles, scène parisienne ou scène de village. C'est selon les moments. L'histoire du texte est un petit roman. Le texte lui-même, avec ses lacunes, échappe aux normes. Il aurait aussi bien pu être transporté tel quel, ici ou là, dans la comédie humaine. Oui, parce que toute l'œuvre de Balzac est faite là, de ces inserts, de ces pièces indépendantes qu'on passe à volonté, quand on a besoin d'un endroit à un autre, comme fragment d'un manuscrit retrouvé, le panorama de Paris, découvert par le narrateur depuis les environs de la rue Cassini, puis intériorisé par la voix du mendiant, est inoubliable. Il contient, mais en plus rêvé, tous ceux qui viendront bientôt sous les yeux du Raphaël de la peau de chagrin, parce qu'on y va tout bientôt dans la peau de chagrin. Comment ça se construit, ces romans? Ben, ça se construit dans les textes brefs. Et les textes brefs, quelquefois, ils vont rester comme ça, orphelins.
ou de Rastignac, inséparable pourtant du paysage de la Touraine qu'un jeu de souvenirs lui associe. Sur la route de Saché, Balzac reste sur la trace du mendiant et d'une enfance perdue pour l'un et l'autre. Alors merci Isabelle Tournier, parce que en suivant ce Balzac chronologique, on le voit lui-même qui avance au boulot. Alors si on veut ensuite aller plus loin, c'est les œuvres diverses. Dans Pléiade, donc on a les 12 tomes de la Comédie humaine, et il y a 2 tomes qui sont un outil de travail fabuleux. C'est écrit tout petit, c'est serré. Maintenant, ils sont plus capables de faire ce genre de choses. C'est Castex, comment il s'appelle, c'est Pierre-Georges Castex, édition de Roland Chollet et René Guise, avec pour ce volume la collaboration de Christiane Guise. Et là, j'allais dire, c'est monstrueux. Oh, zut alors. Mémoire de Samson. Une page, c'est pas moi qui l'ai déchiré. Bon, allez, ne nous occupons pas de ça. On peut toujours mettre un scotch dans un livre déchiré. J'ai qu'à en prendre plus de soin. Mais on a tout là, l'appareil critique. Alors voilà, le même texte est ici. Oui, il fait là, hop là, 4 pages du Pléiade. On a dans l'appareil critique ce que nous raconte Castex ou René Guise, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous savez l'histoire, la mort de Balzac, rue Renoir, les manuscrits. Alors Balzac les fait relier très souvent, Balzac les offre aux gens qui donnent des dédicaces. Il a toujours considéré comme précieux d'offrir un de ses manuscrits. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous, tu vas offrir un fichier Word? Bon, non, ça marche pas ça. Mais il en reste des pièces d'étagères. Qu'est-ce qu'ils font? Madame Anska, Madame veuve Balzac, née Anska, et son nouveau compagnon, le peintre Gignoux, le papier, ça sert à qui? Ça sert aux épiciers, aux bouchers, aux poissonniers. Donc tu le vends au prix de gros, c'est du papier avec de l'encre. À l'époque, c'est pas comme ça. Tu achètes un poisson, allez, hop, et vous connaissez ce marquis de Levenjoul et la dette, l'immense gratitude qu'on a à Levenjoul, qui, lui, là, vient dans le quartier, passe chez tous les commerçants et va racheter les vieux stocks de papier. Alors là, c'est ce qu'on nous dit. C'est un dossier qui a été combiné par Balzac, le dossier A148, enregistré sous le titre Le Mendiant dans le catalogue de la bibliothèque Lovenjoul, folioté par Vicaire de 1 à 7, se compose de fragments appartenant à l'origine à 3 œuvres ou à 3 projets d'œuvres, à savoir les folios 1, 3 et 4 du Mendiant. Du folio 4, déchiré horizontalement vers le milieu de la page, ne subsiste que la moitié supérieure. Ces 3 folios portent dans la pagination de ce vicaire que je ne connais pas, les numéros 1, 2, 3. Le titre autographe est inscrit au haut du folio 1. Un 4e fragment du Mendiant vient en conclusion à la scène de village. Là, ce sera justement le fait comment Balzac prépare que les 2 morceaux puissent être faits ensemble. Le folio ensuite, alors il y a un petit bout d'un autre texte qui, pour moi, on méritera aussi le voyage, qui s'appelle « Melmoth réconcilié ». Vous pouvez toujours le lire déjà en attendant. Et puis donc, cette scène de village, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Eh bien que Balzac, lui, il faut vendre aux éditeurs. Donc il compose à Saché, justement, à la fin de ses jours avec Madame de Berny qui vient de repartir à Paris parce qu'elle n'a pas le droit d'aller à Saché. Un ensemble qui s'appelle Causerie du soir. Alors Causerie du soir, on a ça par exemple dans l'histoire des 13, là, avec la grande bretèche, c'est-à-dire on est en train de parler et puis chacun va raconter. Et dans cette façon narrative de composer un livre, on peut aller repêcher. Balzac écrit à sa mère et lui dit d'aller reprendre les épreuves de cette scène de village pour l'insérer là, dans les causeries du soir, où elle va servir de contrepoint et de relance aux mendiants. Simplement, le dossier restera inachevé et c'est comme ça. Alors, on y va lire le mendiant. Il est entre la barrière d'Italie et la barrière de la santé
sur les boulevards qui servent d'enceinte intérieure à la ville de Paris, un point de vue digne de ravir l'artiste ou le voyageur le plus blasé sur ces sortes de jouissances. Si vous atteigniez une éminence à partir de laquelle le boulevard, ombragé par des arbres touffus, tourne avec la grâce d'une allée forestière toute verte et silencieuse, vous voyez devant vous, à vos pieds, une vallée profonde, peuplée de fabriques presque villageoises. C'est le cours de la Bièvre qui n'avait pas encore été recouvert à l'époque, de maisons éparses, séparées par des jardins, arrosées par les eaux noires, toutes les tanneries, tout ça, et de la Bièvre et des Gobelins. Au-delà, quelques milliers de toits pressés comme les têtes d'une foule révèlent les misères du faubourg Saint-Marceau, puis les dômes du Panthéon et du Val-de-Grâce dominent ce vaste amphithéâtre dont les gradins sont bizarrement marqués par des rues tortueuses. Il y a ça encore un peu dans le 14e arrondissement. À gauche, l'observatoire apparaît comme un spectre gris. Dans le lointain, la lanterne dorée des Invalides scintille à travers les tours de Saint-Sulpice et les masses du Luxembourg. Autour de vous, des arbres verdoyants, des sentiers campagnards. Et sur la droite, par une crevasse du paysage, vous apercevez le canal Saint-Martin, montrant ses pierres rougeâtres, parées de tilleuls et bordées par les constructions romaines des greniers d'abondance. Sur le dernier plan, les collines vaporeuses de Belleville, chargées de maisons, se confondent avec les nuages. Et il y a une ville que vous ne voyez pas, entre vous et cet horizon aussi vague qu'un souvenir. Elle est perdue entre les cimes de quelques maisons voisines et les cimes du cimetière de l'Est. Elle fait entendre un bruissement semblable à celui des flots de la mer, comme pour dire « je suis là ». Si le soleil jette ses flots de lumière sur ce coin de Paris, s'il allume les vitres des mansardes, s'il fait pétiller les croix dorées, s'il blanchit les murs, s'il crée de riches contrastes avec les ombres, si le ciel est d'azur, vous voyez cette accumulation par les si, si le soleil jette ses flots de lumière sur ce coin de Paris, s'il allume les vitres des mansardes, pensez comme Baudelaire a pu se repaître de ça. On fait éclater la prose pour faire qu'elle tienne uniquement par quoi? Par la poétique de ce qu'elle nomme. Et c'est la ville. S'il fait pétiller les croix dorées, s'il blanchit les murs, s'il crée de riches contrastes avec les ombres, si le ciel est d'azur, si l'atmosphère est vague et nuageuse, vous aurez là vu une de ces féeries naturelles que l'imagination n'oublie jamais et dont vous serez idolâtre comme d'une merveille de la Suisse. Balzac a fait plein de séjours en Suisse, à Neuchâtel ou Bâle ou Genève, simplement d'abord pour retrouver Madame Anska. J'étais là par une matinée du printemps dernier, assis sous un gros orme nouvellement feuillu, plongé dans une délicieuse rêverie, quand une toux partie de quelques poitrines larges et caverneuses me... Bon, revenons à Levenjoul, qui rachète ses papiers, là, aux bouchers, aux épiciers. Et les gars, ils sont bien contents de faire une bonne affaire. Qu'est-ce qu'il veut en faire, ce type, là, de ces vieux brouillons, tout salis d'encre? Et, bah oui, mais il y en a un, il a été déchiré en deux, il manque la partie d'en haut. Bah voilà. Qui la retrouvera? Ligne absente, et puis... Donc, quand une toux partie de quelques poitrines larges et caverneuses me... On ne saura jamais. Déchiré, ses bottes percées, son chapeau débordé de dessous, lequel s'échappait quelques mèches de cheveux blancs et noirs, comme l'aile d'un merle. Ah, c'est marrant d'ailleurs, parce que ça, c'est ces cheveux blancs et noirs qui s'échappent. On l'a déjà vu tout récemment, mais comparé pas à l'aile d'un merle, mais à l'aile d'une pie. Il reprend souvent les mêmes images, Balzac. Trahissait plus d'incurie que de misère, plus vagabond que mendiant. Je le rencontrais partout.
soit que je descendisse. Alors ça aussi, vous voyez cette figure, quand on parlera de la fille aux yeux d'or, là, où de Marsay est emmené les yeux bandés et qu'il se retrouva dans un lieu sans pouvoir savoir où dans la ville se retrouve ce lieu. Et bien là, comme dans le pot de l'homme des foules, encore motif baudelairien, et Walter Benjamin ne manquera pas à faire là le lien Balzac Baudelaire. C'est où on se promène partout dans ce quartier labyrinthe et ces rues tortueuses, on finit toujours par trouver, par croiser la même figure. Et là, il y a cette novation de Balzac, de la ville, ou de Balzac par la ville. Et c'est là, merci à Isabelle Tournier d'avoir été de nous donner un guide Bédeker pour aller se promener là dans tous les reliquats et puis d'en extraire ces joyaux. Soit que je descendisse de l'observatoire pour aller dans Paris, soit que je revinsse, je le trouvais sur mon chemin ou sur les boulevards, dans les passages, sur les quais, sur les ponts. Il demeurait sans doute dans le voisinage et préférait exploiter la charité parisienne en grand plutôt que d'avoir un quartier, une place, une église. C'est-à-dire chaque fois, voyez-vous, qu'on installe, qu'on désigne un petit point précis, il rééclate. Alors, il éclate je le trouvais sur mon chemin, ou sur les boulevards, dans les passages, sur les quais, sur les ponts. Il demeurait sans doute dans le voisinage et préférait exploiter la charité parisienne en grand plutôt que d'avoir un quartier, une place, une église. Le texte lui-même devient l'éclatement de la ville. Cet homme était comme une mauvaise pensée qui me poursuivait. Une fois seulement, il me demanda l'aumône dans les premiers jours de notre connaissance oculaire. Je le refusais sèchement, et depuis, jamais il ne m'avait rien dit. Nous étions tacitement convenus, moi de mon insensibilité, lui de son respect pour le libre arbitre. « Monsieur, voici 3 jours que je n'ai pas mangé, m'avait-il dit. Je n'aime pas cette formule. C'est un mensonge trop grossier. Aucun de ces êtres qui se résolvent à tendre la main ne peut mourir de faim à Paris. Aussi ne pus-je m'empêcher de répondre à un de mes amis comme si je parlais au mendiant. En voilà encore un qui vit de sa mort. » Il avait entendu l'épigramme et s'était mis à sourire dédaigneusement. Je ne lui pardonnais pas cette vengeance, précisément peut-être parce qu'elle fut légitime. En ce moment, il était assis sur le bord du fossé qui séparait 2 ormes et regardait tristement le paysage en ayant l'air de se chauffer au soleil. Ses yeux ne trahirent aucune pensée mauvaise quand, en nous reconnaissant l'un l'autre, je laissai échapper un geste de hauteur et qu'une expression de dégoût se peignit sur mon visage, mais il reporta lentement ses yeux sur le Panthéon, en contempla la croix et resta immobile. Je l'examinais. Il me parut avoir passé 60 ans. Ses muscles secs et raides annonçaient une complexion vigoureuse. Ses traits primitivement fins étaient durcis sans doute par les habitudes d'une vie sub dio. Expression latine, nous dit Isabelle Tournier, sous le divin, sous le ciel, à la belle étoile, en plein air. À le voir ainsi calme et grave, je le classais plutôt dans la secte des stoïciens que dans celle des cyniques. Son silence m'émut fortement, et tirant quelques pièces de monnaie, je les lui jetai, disant « Tenez, je ne vous ai rien demandé, » me répondit-il sans prendre l'argent. Je fus piqué. Je lui répliquai d'un ton dur « Vous ?» Le Venjoul, la feuille déchirée, encore un trou. Vous ? Ah oui, ça finissait pas. Maintenant, alors vous, qu'est-ce que vous compléteriez pour compléter les trous de Balzac ? Pour moi, Paris est une fille, une amie, une épouse, dont la physionomie me ravit toujours, parce qu'elle est pour moi toujours nouvelle. Je l'étudie à toute heure et chaque fois j'y découvre des beautés neuves. Elle a des caprices, elle se voile sous une pluie, pleure, reparaît, brillante, illuminée par un rayon de soleil qui suspend des diamants à ses toits.
Elle est majestueuse ici, coquette là, pauvre plus loin. Ça, il y a un art aussi du point-virgule chez Balzac qui est... le point-virgule sert à rythmer et relancer les cascades. Là, et c'est un texte où... Pourquoi il nous éblouit, je pense, Isabelle Tournier ou Castex et son équipe, parce qu'il est uniquement sur la lumière. Ce mendiant, c'est une sorte de prisme noir, d'objet noir, et autour, là, il y a tout ce qui vient de la ville, c'est un travail sur la lumière. Elle est majestueuse ici, point virgule, coquette là, point virgule, pauvre, plus loin, point virgule, elle s'endort, elle se réveille, elle est tumultueuse ou tranquille, point. Voilà le rythme alsacien. Ah, ma chère ville, comme elle est étincelante et fière par une soirée de fête lumineuse, elle saute, elle tressaille. Je l'ai vue hurlant plus haut que le tonnerre en 93. Il n'était pas né. J'ai entendu crier Vive l'empereur en 1815 aux Tuileries. Il n'était pas à Paris encore. Il y a pour moi des souvenirs à toutes les portes, des pensées à chaque réverbère. Il ne s'est pas construit une façade abattue d'édifices. C'est-à-dire, c'est important. C'est-à-dire que le narrateur, il a tous les âges de la ville et pas son âge à lui, s'il parle de la ville. Que je n'en ai épié la naissance ou la mort, sous la République, on nous occupait, sous l'Empire, on voulait nous Ah ben non, c'est le mendiant qui parle, puisque lui, il a 60 ans, et que le narrateur, si c'est Balzac, né en 1799, en a 30. Vous voyez comme, là, tout d'un coup, là, vous, maintenant, ben ouais, mais là, voilà, c'est le mendiant qui parle. Je l'ai vu hurlant plus haut que le tonnerre. En 93, j'ai entendu... Et ça y est, tout tombe d'aplomb. Je l'ai entendu crier « Vive l'empereur » en 1815 aux Tuileries. Vous voyez les bêtises que ça me faisait dire. Il y a pour moi des souvenirs à toutes les portes, des pensées à chaque réverbère. Il ne s'est pas construit une façade abattue d'édifices. Ça, on trouve nulle part ailleurs dans la comédie humaine. Même dans Chabert, c'est qu'on ira voir. Il y a des proximités avec Chabert, évidentes. Que je n'en ai épié la naissance ou la mort. Sous la République, on nous occupait. Sous l'Empire, on voulait nous régimenter. Sous la République, on nous occupait. Sous l'Empire, on voulait nous enrégimenter. Sous la Restauration, nous enfermer. Tous les gouvernements ont un tic. On le sait, cela suffit. On y prend garde. Et mine de rien, voilà pourquoi ce texte est un joyau. Le narrateur qui décrit son Paris, ses déambulations, et le refus du mendiant, et puis finalement la rencontre avec le mendiant. Et c'est le mendiant qui va commencer à parler. Ce qui fait qu'ensuite, quand on sera dans la scène là, de village, et les deux vont se rejoindre, je vous l'assure, eh bien, que le mendiant raconte, en rajoutant l'épaisseur du temps, la même chose que racontait le narrateur. Le texte avance par nappe. Comme ça. Alors maintenant, vous voyez tout à l'heure, on avait le narrateur qui déambule et qui raconte aussi tout ce qu'il voit, et la ville devient surface et scintillement. Eh bien maintenant, lui le mendiant, il va projeter son immobilité, là encore, dans tous ces endroits où le narrateur était mobile. Et là encore, waouh! Assis sur un banc du palais, j'entends plaider le père contre le fils, un amant contre sa maîtresse, la femme contre le mari, je les juge avant le juge. Assis sur un banc aux Tuileries, j'entends la musique militaire qui a le don de me ravir, je vois toutes ces nations aller et venir, mot illisible. Je participe au mouvement immense de ce monde, comme si j'en étais l'âme. Les boulevards sont à moi l'ombrage des Tuileries, les lilas du Luxembourg, à moi les jeunes colonnades du Palais Royal. Ah, personne ne connaîtra si bien que moi les heures délicieuses où Paris s'endort, où le dernier roulement d'un carrosse retentit, où les chants des compagnons cessent. Il y a des plaisirs inexplicables. Comprendrez-vous qu'il existe une nuance à chaque boulevard, une physionomie à chaque heure? Et maintenant, voilà ce que Balzac nommait la scène de village, qui, elle, a été beaucoup plus réécrite et finalisée. Mais quoi? Eh bien, on va la lire en se disant, mais quel rapport avec le mendiant? Pourquoi vous verrez à la fin. Et alors, ceux qui sont du coin, là, ils connaîtront bien. Vous savez, on a Tours. La diligence laissait Balzac à Tours. Il allait dormir chez des amis de la famille.
Sauf ensuite, quand il y aura la locomotive qui l'amène jusqu'à Versailles, et puis même ensuite un peu plus loin. Et bien là, dans la même journée, on pourra arriver à Tours et repartir aussitôt à Sachet. Ouais, mais longtemps, c'était pas ça. Et Sachet, on repartait le lendemain, à l'aube, et on faisait les 24 kilomètres à pied. Et au milieu, il y a un petit village. C'est magnifique, il y a un moulin, il y a une rivière. Et ça s'appelle le Pont de Rouen. Et ce pont de Rouen, moi, je me suis bien promis qu'au printemps, on va pas faire ça en hiver. Eh bien, on prendra la caméra et puis on le fera en mode vlog, le même trajet. Là, à 150 ans de distance, c'est devenu quoi dans la métropole moderne? Alors voici la scène de village. La sensation qui, depuis longtemps, est agité mon âme fatiguée. Pourquoi je commence avec une phrase bizarre? Parce que manuscrit déchiré, voilà. Sensation qui, depuis longtemps, est agité mon âme fatiguée des péripéties sanglantes de notre littérature, blasée par les efforts de nos drames impuissants, ennuyés du luxe, ennuyés d'indigence. Et cependant, ce que je vis, ce que j'admirais dans l'attendrissement le plus durable était simple comme ce paysage, doux comme ce ciel maternel. J'avais entrepris d'aller à pied de Tours à Sachet, vieux reste de château qui se recommande chaque année à ma mémoire par des souvenirs d'enfance et d'amitié. Mais la chaleur était si forte, le sol si brûlant, que malgré ma volonté de faire le chemin d'une seule traite, par gageure avec moi-même, je fus forcé de m'arrêter à Pont-de-Rouen, vers 10h30. Au moment où les gens de la campagne, endimanchés, allaient à la messe. J'avais bien peu de chance de trouver une ménagère au logis, et dans cette heure de soif suprême, j'eusse payé cher une tasse de lait froid. Déjà, pendant le chemin, je m'étais désaltéré à un ruisseau en compagnie d'un pauvre pêcheur et de sa femme, dont je voudrais bien peindre les mœurs, le langage et l'admirable bonhomie. Mais une vie plus obscure et plus magnifique, une poésie plus secrète et plus éclatante encore éclipsait dans mon souvenir les deux figures de mes compagnons. Elles ne sont plus qu'au fond du tableau, dans l'ombre, comme ces têtes flamandes qui se détachent à peine de la muraille grise ou de l'atmosphère épaisse d'une tabagie. J'entrais dans un bouquet de chaumières jetées en avant du pont. Elles tenaient toutes à un espace commun autour duquel elles gisaient en décrivant un informe parallélogramme. Cette cour, ouverte à tout venant comme un carrefour, était en terre battue et dans plusieurs endroits il y avait des fumiers. Ce territoire de famille sur lequel sortaient les portes de ces chaumines semblait avoir été balayé. Ça et là, une vigne s'élevait le long d'une porte, un rosier fleurissait, des pavots, des plantains, de hautes herbes garnissaient le bas des murs, et à l'entrée il y avait un méchant groseillier. Je ne vous dirai pas l'aspect misérable de ce taudis, parce que la description succincte de celui dans lequel je pénétrais suffira pour vous faire juger les autres. Le premier habitant de ces masures que je rencontrai fut un pourceau qui faisait son dimanche dans un tas de fumier. Il y était étendu philosophiquement, il dressa la tête en me voyant, à son grognement un chat s'enfuit, et une jeune et jolie paysanne endimanchée, tenant une petite fille d'une main et de l'autre son paroissien, aperçut, suivi à distance de 4 marmots en guenilles, mais tous hardis, tapageurs, aux yeux effrontés, jolis, au teint brun, aux cheveux ébouriffés, de vrais diables qui ressemblaient à des anges. Le soleil pétillait au milieu de cette scène, il donnait je ne sais quoi de pur à l'air, aux chaumières, aux fumiers et à cette troupe. Ces rayons imprimaient d'autres couleurs au ton noir des portes, aux lézardes et aux pourritures des bois. Oui, comme le traitement de la lumière, il est la même dans la scène du mendiant et dans la scène des miséreux de Pont-de-Rouen. Après avoir demandé à la jolie fille si je pouvais avoir une tasse de lait, elle jeta un cri rauque. Une vieille femme se montra sur le pas d'une des cabanes, et quand elle me l'eut montré, la jeune paysanne disparut. Je compris que la vieille gardait tous ses logis pendant la messe. Alors j'allai vers elle et lui réitérai ma demande. La femme m'ayant répondu qu'elle ne pouvait pas déranger les potées destinées à faire du beurre, je lui achetai pour 20 sous une de ces jarres.
et là-dessus, j'entrais dans sa chétive habitation. Qui, jamais, a compris la poésie de la demeure du pauvre? Qui jamais a compris la poésie de la demeure du pauvre? Ici, j'avoue que je suis disposé sérieusement à mettre les finesses de l'artiste à la porte, à en suspendre le compas à un clou de cette chaumière et à vous dire naïvement les choses comme je les ai vues. Si quelqu'un ne sympathise pas avec moi, je le plains. Les 4 enfants appartenaient à la vieille femme et tous paraissaient avoir le même âge. Cette circonstance me frappa. La vieille en avait un 5e, presque pendu à son jupon. Il était faible, pâle et maladif. C'était sans doute le bien-aimé, celui qui voulait les plus grands soins. Je m'assis au coin d'une cheminée sans feu. L'une de ces cheminées dont l'âtre est immense et sur le manteau de laquelle était une vierge en plâtre coloré, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Le sol formait le plancher de la maison, mais la terre primitivement battue était devenue raboteuse et, quoique propre, elle avait en grand les callosités d'une pelure d'orange. Le mobilier était simple. Dans la cheminée, un sabot pour le sel, une poêle à frire et un chaudron. Au fond de la pièce, un lit à colonnes de noyer garni de serge verte découpées. Ça et là, des escabelles à 3 pieds fichées dans une simple planche épaisse, une huche au pain, une grosse cuillère en bois pour puiser de l'eau, un seau et des poteries pour le laitage. Voilà tout. Les murs étaient noirs. La porte vermoulue avait une imposte à claire-voie. Un rouet était sur la huche. Telle était la décoration. Maintenant, voici le drame. Quand la vieille femme eut disparu, suivie de son Benjamin teigneux par une porte qui donnait dans sa laiterie, les 4 enfants commencèrent par se délivrer du pourceau. L'animal avec lequel ils jouaient était venu sur le seuil. Les marmots se ruèrent sur lui si vigoureusement et lui donnèrent des gifles si caractéristiques qu'il fut forcé de faire retraite. L'ennemi dehors, les enfants attaquèrent la porte d'une espèce de cabinet et le loquet finit par s'échapper de la gâche complaisante qui le retenait. En un clin d'œil, je vis les 4 conspirateurs rongeant plusieurs prunes à la fois. La vieille, au visage de parchemin et aux guenilles sales, reparut alors en tenant à la main un pot de lait. « Ah, les gredins !» dit-elle, et elle alla vers le cabinet, empoigna chaque enfant, le jeta dans la chambre sans leur ôter leurs prunes et ferma soigneusement la porte. « Allez, mes mignons, soyez sages. Si on les laissait faire, ils mangeraient le tas de prunes, les enragés. » Puis elle s'assit sur une escabelle, prit le teigneux entre ses jambes et le peigna, en lui lavant la tête avec une dextérité féminine et une attention maternelle. Les 4 autres, les uns debout, les autres à côté contre le lit ou la huche, tous morveux et sales, mais bien portants, mangeaient les prunes volées sans rien dire. C'était, je vous assure, le plus admirable tableau que j'ai vu de ma vie. « Ce sont vos enfants ?» dis-je à la vieille. « Faites excuse, monsieur, ce sont des enfants de l'hospice. » On me donne 3 francs par mois, par tête, et du savon, mais les gredins me coûtent 2 fois plus. À cette réponse, tout changea d'aspect autour de moi. Je ne vis plus de rides à cette femme, et les parfums de l'Évangile se répandirent dans sa chaumière. J'eus du respect pour la veuve, car elle était veuve, mais respect mêlé d'admiration, le sentiment confus que j'accorde aux œuvres du génie. « Mais vous avez donc des terres à vous ?»« Non, monsieur, j'en ai eu du temps de mon homme, mais j'ai été si malheureuse depuis que je l'ai perdu, je les ai vendus. » En Touraine, les paysans parlent un français très pur. C'est tout l'enjeu de Rabelais, vous savez. Si oralement, c'est difficile à comprendre quand on va comme dans ces coins-là, justement de Saché jusqu'à Saumur. Mais la syntaxe, c'est la nôtre.
La langue de Rabelais, pourquoi elle naît là? C'est que dans toute cette constellation, ces myriades de parlers qui font l'État-nation en France encore très restreint, qui ne comporte pas la Provence, tel que François Ier essaye après son père Louis XII, essaye d'unifier. Eh bien, c'est parce que la cour résidant entre Blois et Tours, Chambord et Angers, que la langue de cette province deviendra langue nationale. En Touraine, les paysans faisaient cette phrase de Panurge. Je suis né au jardin de France, c'est Touraine. En Touraine, les paysans parlent un français très pur. Je fais cette observation pour les auteurs qui pourront y mettre la scène de leur drame historique, si par hasard ils tiennent à la couleur locale. Mais dis-je à la vieille mère, et certes, elle méritait bien ce nom, comment pouvez-vous arriver au bout de l'année avec le métier d'élever des enfants à 2 sous par jour ? Oh, reprit-elle, en peignant toujours le petit teigneux, le bon Dieu s'y prête, j'ai 2 vaches. Moi et ma fille, nous glanons. Agnès Varda, pendant la moisson. L'hiver, nous allons au bois, et le soir, nous filons. Mais il ne faudrait pas toujours un hiver comme le dernier. Je dois 75 francs au meunier pour de la farine. Heureusement, c'est un brave homme, l'ami du pauvre. Il ne nous tourmente guère. Notre vache a un veau, ça nous acquittera toujours un peu. Les 4 orphelins, pour qui toutes les protections humaines se résolvaient dans l'adorable affection de cette vieille paysanne, avaient fini leur prune, et profitant de l'attention avec laquelle leur mère me regardait en causant, ils s'étaient réunis en colonne serrée pour faire, encore une fois, sauter le loquet de la porte qui les séparait du tas de prunes. Ils y allaient non pas comme des soldats français à l'assaut, mais comme des Allemands, silencieux, pleins de conviction, poussés par la gourmandise naïve et brutale. « Ah, les gredins, voulez-vous bien finir ?» La vieille se leva, prit le plus fort des 4, lui appliqua doucement la main sur les fesses et le jeta dehors. Il ne pleura point, les autres restèrent tout pantois. « Ils vous donnent bien du mal ?»« Oh non, monsieur, mais ils sentent les prunes, les mignons. Ils mangeraient tout si on les laissait faire. Vous les aimez ?» La vieille leva la tête à cette phrase et me regarda d'un air doucement goguenard, un air tourangeau qui se trouve dans les phrases de Rabelais et de Courrier. Laissons tomber, Paul-Louis Courrier, il a son lycée. Puis elle soupira profondément et me dit « Oui, monsieur, je les aime. J'en ai déjà rendu 3. Je ne les garde que jusqu'à 9 ans. » Imaginez ce qui devient après. Elle achevait d'habiller le petit souffreteux qui la regardait d'un œil tendre et bon. C'était à faire venir les larmes aux yeux. Quelle vie d'abnégation, de travail, sous ce toit digne de l'étable divine où Jésus-Christ était né. Bon, il faut bien de temps en temps ouvrir le robinet, hein. S'accomplissait gaiement, sans orgueil, les devoirs les plus difficiles de la maternité. Vue ainsi, cette femme ressemblait à ces images féminines de la terre que les... Eh oui, un petit trou du manuscrit déchiré. Quels cœurs ensevelis dans l'oubli le plus profond, quelle richesse et quelle pauvreté. Il y a je ne sais quoi de magnifique pour la pensée dans le sublime en sabot, dans l'évangile en haillons. Ailleurs, vous voyez le livre, le texte, historié, brodé, découpé, relié en toile, en moire, peint. Mais là était l'esprit, le verbe vivant. Et j'avoue que je me laissais aller complaisamment à quelques superstitions impossibles. Pour cette femme, j'ouvrais les cieux. Pour cette femme, je faisais voyager les anges aux ailes blanches. Pour cette femme, je croyais à une vive sympathie entre les bons de notre sphère et les intelligences sacrées d'en haut. L'exemple sublime que je vois habituellement dans le Christ, ce Dieu venu pour nous enseigner, le dévouement, je le retrouvais simple, naïf, en action, sur une escabelle. Cette chaumine était pour moi la vie. Bon, morceau déchiré. Mourir pour la patrie, pour moi, toutes les vertus réunies étaient assises à ce foyer. De là, ma pensée,
embrassant les existences parisiennes, je sondais les abîmes qui séparent les différentes zones humaines et voyais se faire en amont, là, le premier jalon du rejointement qui fait que, dans ces causeries du soir, rêver, imaginer, le texte du mendiant et la scène de Pont-du-Rouen allaient se rejoindre. Pauvre bonne femme inconnue, elle ne savait pas qu'un jour, le souvenir de son hospitalité traverserait les mers, irait frapper à la porte d'un artiste étranger, demander au burin de la consacrer. Elle ne saura jamais que Tony Johanneau, 1803-1852, peintre, graveur, vignettiste qui illustra des livres romantiques. Bon, faites avec ça. Tâchez de deviner ses traits, c'est-à-dire que Balzac, en dehors du souvenir, s'appuie sur une gravure pour reconstituer la mise en scène de ce qui pour lui a été juste là, rester 20 minutes, le temps du verre de lait et repartir. Mais chose incroyable, ce n'est qu'à travers les dates, les événements dont notre récente révolution a chargé ma mémoire que j'ai difficilement trouvé le nom de cette vieille. Est-ce la femme Martin ? Et je vous assure que là, on a dans les notes là, des œuvres diverses, tome 2, en plus des 12 tomes de la comédie humaine. Je vous répète que là, c'est le même texte, mais moi je le lis là, chez Isabelle Tournier dans l'édition Quarto. Eh bien, on a retrouvé dans les archives paroissiales l'existence de cette veuve Martin chargée d'enfants d'hospice. Je n'en suis pas bien sûr. Sa vie, son admirable vie, est restée dans mon âme comme un de ces monuments chrétiens dont l'architecte a voulu, par humilité, rester inconnu au monde. Ma bonne femme, lui dis-je, je n'ai malheureusement qu'une pièce d'or. Vous ne pouvez sans doute pas me la changer. Voulez-vous me faire crédit ? Elle trouva je ne sais quelle gracieuse formule tourangelle, digne d'une bouche royale, et avec cette confiance du pauvre, cette croyance au bien qui n'est dénuée de calcul que chez ceux qui ne possèdent rien, elle attendit mon retour. Malheureusement, à cette époque-là, j'étais aussi pauvre qu'elle, et je lui fis remettre une somme assez médiocre. Je ne saurais exprimer toutes les pensées qui naquirent pendant la méditation à laquelle je m'abandonnais en achevant ma route. La première fois, je n'aperçus pas la beauté de cette riante manuscrit déchiré. J'étudiais une nature aussi élevée, mais dont les variétés ne sont pas visibles à tous les yeux, et j'avoue que toute littérature forte, Balzac, littérature forte, pas d'accord ? Et j'avoue que toute littérature forte doit se tremper dans ces observations fécondes, aussi bizarres que l'heure. Manuscrit déchiré. Et voilà les dernières lignes, les dernières 10 lignes qui sont justement là où les deux histoires vont pouvoir s'emboîter l'une à l'autre. Eh bien, mon mendiant sexagénaire, que je transformais en enfant malingre, abandonné, déjà malheureux, était né là. Je n'imagine jamais un mendiant sans en faire un enfant trouvé. Ne faut-il pas être privé de famille, de femme, d'enfants, dépourvu de tous les liens sociaux pour vagabonder, n'avoir ni feu ni lieu? C'est pour vous mettre dans le secret de toutes les images qui vinrent en mon âme pour inventer l'enfance de cet homme. Il a fallu vous dérouler en tant de pages une rêverie qui dura quelques minutes à peine. Puis-je vous dire sa vie entière? Sa vie de marin et de soldat, cette détresse. Ma chimère est là, vous présentant sa croupe féminine et ses formes blanches. Balzac, une phrase comme ça pour finir un texte aussi bien. Ma chimère est là, elle agite ses ailes. Voilà, le mendiant, et puis scène de village, manuscrit déchiré, rassemblé en dossier par Balzac lui-même, dossier A148 dans les archives de Lovenjoul, qui rachète ça, déchiré, partiellement effacé et abîmé aux commerçants du quartier. C'est en détail, appareil critique, dans Pléiade, œuvres diverses, tome 2, et merci à ce volume incroyable de Balzac chronologique par Isabelle Tournier chez Quarto, parce que sinon, on n'irait pas le rechercher.